Bonjour à toutes et tous, notre public aujourd'hui. Bienvenue à cette session qui s'intitule l'approvisionnement responsable, faciliter l'implantation de pratiques d'approvisionnement pour le développement durable. Mon nom est Anne-Marie Saunier, je suis conseillère en approvisionnement local à l'Institut de tourisme et hôtellerie du Québec et je suis responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, je suis avec Or Adel, qui est experte conseil en approvisionnement responsable à l'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable, et avec William Gagnon, qui est conseiller en développement durable affecté au dossier de l'approvisionnement des acquisitions au Bureau de coordination du développement durable du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, je vais inviter Or et puis ensuite William à présenter leur organisation et par la suite, on va y aller avec des questions et plus tard, le public, vous aurez l'occasion de poser vos questions, de garder un bon 15 minutes là, pour entendre vos questions. Donc, prenez-la en note, mettez-la dans le question-réponse et définitivement, on va vous écouter par la suite. Donc, Or, si tu veux nous présenter ton organisation et si tu veux compléter un peu ton profil aussi, nous expliquer d'où tu viens. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Or Adel, expert conseil en approvisionnement responsable au sein de l'ECPAR. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ECPAR, l'ECPAR, c'est un réseau d'organisations. C'est un organisme à but non lucratif, mais un réseau en partant. Ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Puis, c'est comme le réseau de référence au Québec pour les organisations qui veulent avancer dans leur pratique d'achat, d'acquisition, d'approvisionnement responsable, peu importe comment on va l'appeler. Notre mission, c'est vraiment créer la valeur par les pratiques d'approvisionnement responsable et par l'intégration du développement durable dans les chaînes d'approvisionnement. Et notre ambition, c'est vraiment que la plupart d'organisations, autant publiques que privées, au Québec, implémentent des pratiques d'approvisionnement responsable. Alors ça, c'est un peu l'ECPAR, puis on organise en tant que réseau des activités de réseautage, des groupes de travail, des formations, des webinaires. Et aussi, on a envolé des soutiens directs aux organisations que peut-être ils ne savent pas par où commencer ou ils veulent avancer plus puis ont besoin de soutien. On leur fournit aussi cette aide individuelle. Alors, il y a comme les deux volets. Puis moi, expert conseil en approvisionnement responsable depuis une vingtaine d'années. Alors, quand même, assez de bagages. Content d'être ici avec tout le monde. Donc, depuis 20 ans, Or, après être intervenu sur le marché européen avec une organisation espagnole où vous étiez dans les précurseurs à l'époque du dossier de l'approvisionnement responsable et aujourd'hui, tu fais profiter la population québécoise et les organisations de cette expertise. Exactement. Merci beaucoup. Donc, William, si tu veux te présenter ton organisation aussi. Donc, bonjour, William Gagnon. Je suis donc bel et bien au Bureau de coordination du développement durable. J'ai préparé quelques diapositives pour présenter mon organisation, donc je mets ça à l'écran à l'instant. On voit ta présentation. Parfait. Donc, la mission de mon bureau, en fait, au ministère de l'Environnement, c'est de contribuer au développement durable du Québec, donc en jouant un rôle de coordination à l'échelle gouvernementale. Donc, vraiment l'ensemble des ministères et organismes qui composent le gouvernement, afin que les politiques publiques et les services à la population contribuent finalement à la transition du Québec vers une société plus verte et responsable. On a plusieurs axes d'intervention. Concrètement, le Bureau de coordination du développement durable, que je vais appeler à partir de maintenant le BCDD parce que c'est beaucoup moins long. C'est une équipe de 19 personnes motivées, des personnes professionnelles et vraiment géniales, là, honnêtement, qui coordonnent le développement durable à l'échelle gouvernementale. Donc, on s'occupe de planifier, de coordonner l'action gouvernementale en développement durable, d'informer, de former, d'offrir des conseils stratégiques auprès des organismes publics. On fait aussi de la gestion de projet, on développe des outils pour appuyer les gens finalement dans les ministères et organismes. Puis évidemment, là, le mandat fondateur de notre organisation, c'est la stratégie gouvernementale de développement durable. Puis c'est au bureau là, qu'on s'assure de la mise en œuvre de cette stratégie-là. Notre expertise, ben, en fait, on ratisse large là, au BCDD, honnêtement.
on travaille notamment, puis je mets vraiment l'emphase sur le notamment parce que, comme vous voyez à l'écran, on a plusieurs sujets là, au bureau, mais on travaille sur la transformation numérique responsable, sur l'économie circulaire, sur les emplois verts, sur la finance durable, puis aussi sur la prise en compte du développement durable dans les décisions. Évidemment, de mon côté, je travaille en acquisition responsable, puis peut-être juste pour démêler les choses, approvisionnement, acquisition, c'est des termes relativement interchangeables. De mon côté, on utilise acquisition parce que différents règlements qui sont en place, puis l'approvisionnement fait référence de notre côté uniquement aux biens. Donc, quand on parle d'acquisition, on inclut les travaux de construction et les services également. Mais bon, acquisition, approvisionnement pour aujourd'hui, ça va être la même chose. On n'est pas seul là-dedans non plus. On compte sur... en fait, il y a 113 ministères organismes qui sont assujettis à la loi sur le développement durable, qui doivent contribuer à notre stratégie. Donc, ces 113 ministères organismes-là doivent publier des plans d'action de développement durable. Puis nous, on n'est pas tout seul là, à les accompagner. Il y a aussi, dans tous ces ministères organismes-là, des officiers de développement durable, qui sont, si on veut, là, nos répondants dans ces institutions-là. Donc, voilà pour notre organisation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, William. Donc, je continuerai avec toi pour une question maintenant. L'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable a contribué au panorama mondial sur l'approvisionnement durable du Programme des Nations unies pour l'environnement, notamment à la dernière édition. Et toi, tu as coordonné l'édition de 2016. Donc, on peut dire que ça fait pratiquement 10 ans que tu coopères, que tu veilles un peu à voir tout ce qui se passe au niveau international. Donc, on va parler tout de suite, tout à l'heure, de ce qui se fait au Québec en matière d'approvisionnement responsable. Mais est-ce que tu peux nous donner une idée un peu de comment ça se passe, où on en est rendu sur la scène mondiale, là, et un peu comment on se compare, nous? On pourra le voir par la suite là, avec les autres présentations. Oui, bien sûr. Alors, depuis l'édition de 2016 à la dernière édition du Panorama mondial, on a vu vraiment un engagement croissant des gouvernements nationaux des différents pays à l'approvisionnement responsable, autant dans les pays industrialisés que moins industrialisés. On a vu comme une augmentation des participants des pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie qui ont participé au Panorama qu'il n'y avait pas fait dans l'édition précédente. Alors, on voit vraiment en engagement, plus d'activités des différents organismes. Je vais juste pour montrer plus graphiquement avec quelques données du panorama mondial, un peu qu'est-ce qu'on a vu depuis les résultats de la dernière édition. Alors, on voit, il y a 3 lignes. La plus pâle, c'est les gouvernements qui ont l'approvisionnement responsable ou l'achat responsable dans les grandes stratégies nationales de développement durable ou autres stratégies énergétiques, changement climatique. L'approvisionnement responsable devient un outil pour l'atteinte de ces objectifs généraux de développement durable des nations. La ligne en rouge, c'est les pays qui ont le développement durable dans leur règlement, dans leur loi d'approvisionnement. Alors, on voit aussi que 82% des pays ils ont ça dans les lois. Et aussi, 3/4 des pays qui ont participé à la dernière édition du Panorama, ils ont des politiques d'achat responsable ou d'achat durable spécifiques et des plans d'action. Alors, on a un engagement général, des politiques spécifiques, puis un cadre légal qui a été adapté pour permettre ces pratiques. 2/3 des pays ont les 3 choses, autant au niveau grand que spécifique que dans le cadre légal, puis juste moins de 20%, surtout dans les pays plus en développement, qui ont juste des engagements d'achat responsable à niveau des politiques et stratégies de développement durable général. Mais on voit vraiment une évolution. Puis on voit aussi que de plus en plus, les pays introduisent les dimensions plus sociales dans ces engagements. Aussi, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste des engagements généraux, mais les pays se dotent de cibles d'approvisionnement responsable. Dans l'édition précédente, il y avait 85% des pays qui avaient des objectifs. Dans la dernière édition, un peu moins parce qu'il y a plus de pays en développement qui ont participé à cette édition. C'est pour ça que les chiffres changent un peu. Mais
on voit quand même que la plupart des pays veulent atteindre des cibles des volumes d'approvisionnement responsable, c'est ça le premier, soit en dollars ou en nombre de contrats. Et après, il y a aussi d'autres sortes d'objectifs que les pays se dotent. Alors, on voit vraiment cette évolution, cette formalisation des engagements, cette inclusion plus des objectifs sociaux, ce qui est en lien aussi avec les pays plus en développement où les enjeux sociaux sont plus importants. Alors, vraiment, cette utilisation stratégique de l'approvisionnement pour atteindre les objectifs de développement durable, chaque pays les siennes. Et aussi, ces objectifs ciblés, dans la plupart des pays qui ont des cibles, c'est entre 50 et 100% qui se dotent comme objectif d'achat responsable. Alors, c'est quand même des objectifs ambitieux. Et pour avancer dans toutes ces démarches, les pays mettent en place plein de mesures différentes. Il y a l'information au sujet plus dans le sens large. Il y a des cours de formation. Ils ont des critères d'approvisionnement responsable pour certaines catégories d'achats qui sont stratégiques ou sont prioritaires. De plus en plus de pays, on voit aussi que les critères deviennent obligatoires. Tout au début de l'approvisionnement responsable, c'était plus des lignes directrices puis des recommandations, mais de plus en plus de pays, ça devient obligatoire, au moins pour certaines catégories de produits. Puis, cette catégorie de produits prioritaires sont souvent reliés à la consommation d'énergie et à la construction. Les grosses montants, les grosses dépenses, là, si on y pense, construction des bâtiments, TI, les véhicules, l'éclairage, mais aussi il y a d'autres. Puis justement, dans cette dernière édition, le secteur de l'alimentation, ça venait en deuxième priorité pour les pays répondants. Je pense aussi le fait qu'il y a plus de pays en développement, ça a du sens aussi que ça devienne une priorité. Puis il y a plein de pratiques que les pays sont en train de mettre en place, beaucoup de soutien pour les producteurs locaux, pour les petites familles de producteurs, surtout en Amérique latine, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Dans d'autres qui vont mélanger producteurs locaux avec entreprises d'économie sociale, dans lesquelles les entreprises d'économie sociale sont embauchées pour faire une partie de la préparation des produits, la coupe ou des choses de même. Alors, les producteurs sont locaux, ils vendent, les autres font la transformation avant de vendre aux acheteurs institutionnels finaux. Puis, on voit aussi, par exemple, en Italie, ça fait déjà quelques années qu'ils ont passé une loi qui obligeait l'achat des produits d'agriculture écologique, d'agriculture biologique dans les cantines publiques. C'était une obligation, les critères sont obligatoires aussi. Puis, on a vu vraiment l'effet que cette loi a eu sur le marché des producteurs d'aliments d'agriculture biologique, comment vraiment le marché a changé, les prix aussi ont changé parce qu'il y a plus d'offres aussi. Alors, on voit plein d'initiatives dans le secteur de l'alimentation dans les pays autant développés qu'en développement. Eh bien, c'est bien intéressant de s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls à vouloir mettre en place ces pratiques-là. Et aussi, là, si je comprends bien, on peut noter dans les dernières 4 années une priorisation plus importante, la question de l'approvisionnement local, l'achat de proximité et le volet alimentation là, sur la scène mondiale. Et volet alimentation, c'est certainement pas parce que c'est dans les grands volumes. Donc, ça veut dire c'est au niveau des enjeux et les opportunités, je présume. Oui, national, exactement. D'emploi, le secteur productif des pays. Alors, on dit toujours l'approvisionnement responsable est un instrument de soutien aux priorités de développement durable des organisations, des nations. Alors, en fonction de où sont ces priorités dans les pays, mais l'approvisionnement, c'est un outil, c'est un levier pour changer certaines pratiques, pour améliorer les conditions de vie des personnes, l'économie, l'environnement. Alors, ça a du sens que ça va de la main. Très bien. Merci, Art, de nous partager cette compréhension-là que tu as du marché international. Et William, je reviendrai à toi si tu veux revenir avec nous. Si on se concentre sur le Québec, nous, on sait avec la loi sur le développement durable qui a été approuvée là, définitivement en 2006. Donc, on a une loi, on a des stratégies de développement durable, on a une stratégie pour les marchés publics. Donc, est-ce que tu peux nous situer un peu comment tu vois l'évolution dans tout ça? Et puis, est-ce que nous aussi, on a des cibles et quelles sont les catégories qui sont visées? Nous donner un peu une idée des priorités là, au Québec. Parfait, parfait. Encore une fois, je partage ma présentation. Ben oui, en fait, deux stratégies distinctes à notre échelle.
il y a la stratégie gouvernementale des marchés publics. Stratégie gouvernementale des marchés publics qui concerne 400 quelques organismes publics. Là-dedans, on a également les réseaux, chose qui ne se retrouve pas dans la loi sur le développement durable. Donc, je vais commencer par cette stratégie. Il y a effectivement une cible. Je vais toutefois débuter par vous mentionner comment est-ce qu'on vise à atteindre ces cibles-là. Donc, plus spécifiquement, nous, au bureau, au BCDD, on est responsable de quelques mesures, notamment la mesure 2, qui est de former sur les acquisitions responsables, puis la mesure 3, finalement d'outiller les acheteurs publics en matière d'acquisition responsable. Puis on le voit dans les dernières années, il y a eu un fort momentum là, de l'acquisition locale et responsable au gouvernement du Québec. Donc oui, la stratégie gouvernementale des marchés publics, il y a également la loi sur les contrats des organismes publics qui a été modifiée récemment, qui accorde un peu plus d'importance, en fait, pas juste un peu plus, mais quand même beaucoup plus d'importance à l'acquisition responsable, à l'acquisition locale. Donc vraiment, là, on met les moyens en place pour atteindre nos cibles. Je rentre donc sur les cibles de la stratégie gouvernementale des marchés publics, comme je mentionnais tout à l'heure, qui concerne vraiment là, les 400 quelques organismes publics qui composent le gouvernement au sens large du Québec. La cible d'acquisition responsable est de 15%. C'est effectivement un petit peu moins élevé que ce qu'Or nous présentait, qui était la moyenne mondiale. C'est sûr que l'Europe a un petit peu d'avance par rapport à nous là, en matière d'acquisition responsable. Souvent, des gouvernements, en fait, peut-être pas des gouvernements, mais où la question sociale dans les acquisitions fait partie un petit peu du portrait depuis plus longtemps. De notre côté, c'est vraiment à partir des modifications de la loi où tout ça s'est éclairci. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'on peut augmenter significativement où on s'en va. Puis, ben, en fait, on part quand même de loin. Si on voit le graphique à l'écran, 2021-2022, on était seulement à 6%. Donc, il y a du travail à faire. On vise à atteindre 15% d'ici 2026. Puis comme je mentionnais tantôt, bon, il y a plusieurs outils qui nous mènent à se rendre à cette cible-là. Bon. Autre stratégie, la stratégie gouvernementale de développement durable, je le mentionnais plus tôt, concerne plutôt 113 ministères et organismes qui sont assujettis à cette loi-là. Donc, objectif 5.4, vous n'avez pas besoin de vous souvenir que c'est l'objectif 5.4, mais simplement pour vous dire là, que c'est vraiment cet objectif-là qui vise à utiliser les marchés publics comme levier de croissance durable. Les cibles qu'on propose pour ces 113 ministères et organismes-là au gouvernement, c'est 50% d'acquisition responsable d'ici 2028. 50% d'acquisition responsable, pour nous, c'est en termes de, pas de valeur, mais en termes de volume. Donc, ce qu'on entend par tout ça, c'est qu'une acquisition sur 2 devra inclure des conditions de développement durable dans les contrats d'ici 2028. Comment on mesure tout ça? Puis, ça me fait en fait revenir à quelle catégorie de produits on vise. Bien, Or le dit, souvent, certains pays visent des catégories de produits spécifiques. De notre côté, on a choisi de ne pas emprunter cette voie-là, puis de plutôt viser l'ensemble des catégories de produits. Donc, pas seulement les pneus, pas seulement le papier, pas seulement l'énergie, mais vraiment toutes les acquisitions que le gouvernement fait. Comment on mesure ça? En fait, on mesure ça avec les indicateurs d'acquisition responsable. Les indicateurs d'acquisition responsable qui se retrouvent sur le système électronique d'appel d'offres. Bon, ils sont à plusieurs endroits. Ils sont notamment dans le répertoire des fournisseurs. Les entreprises sont invitées à sélectionner les indicateurs qui peuvent s'appliquer à leur situation. Mais de notre côté, on mesure ça. Nos cibles, je ne l'ai pas mentionné, pardon, nos cibles, on les mesure à la conclusion du contrat. Donc oui, les indicateurs sont présents à l'effort. Donc, combien de conditions sont intégrées, quelles sont-elles? Mais nous, ce qu'on veut vraiment savoir finalement, parce qu'on pense qu'on fait beaucoup plus d'acquisitions responsables qu'on le croit, donc on vise à mesurer la conclusion. Ce que ça veut dire, c'est que on invite les acheteurs publics à sélectionner les indicateurs qui font référence à l'objet de leur contrat. Donc, si par exemple la décontamination de terrain, d'entrée de jeu, l'acquisition, on la considère comme étant responsable. Également, les pratiques des fournisseurs,
Donc, toutes les certifications là, qui s'appliquent au niveau des fournisseurs. Les caractéristiques des fournisseurs, ce qu'on entend par là, c'est justement, est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? On sait que dans le cadre normatif actuel qu'on a, c'est pas toujours facile de favoriser des types d'entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on veut savoir, est-ce qu'on fait affaire avec ces entreprises-là? Donc, on mesure à la conclusion. Puis enfin, bien évidemment, les caractéristiques de ce qu'on a réellement acheté. Donc, oui, le plus bas prix conforme, on entend souvent la critique du plus bas prix conforme, mais il ne faut pas oublier que le plus bas prix conforme, il y a le mot conforme là-dedans. Donc, ce qu'on demande, on doit l'obtenir, mais même parfois, ce qu'on ne demande pas, on l'obtient. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, le plus bas soumissionnaire propose un produit, disons, qui est certifié, est une entreprise d'économie sociale, par exemple, et a de très bonnes pratiques environnementales. Donc, finalement, en mesurant la conclusion, on s'assure de savoir l'argent du gouvernement acquiert quoi de responsable. On est vraiment rendu à intégrer des conditions sur l'ensemble du cycle de vie et ça à n'importe quel selon n'importe quel pilier, finalement, du développement durable. Donc, autant des conditions environnementales, des conditions sociales et des conditions pour un développement économique évidemment responsable. Donc, on se retrouve à parler finalement, mes collègues du Centre d'acquisition gouvernementale en ont parlé plus tôt ce matin, mais de l'approche produit, donc les certifications des produits en eux-mêmes et également de l'approche fournisseur. Donc, on s'intéresse de plus en plus à ce que les fournisseurs font. Pour l'instant, ça fait le tour. Je sais que plus tard, là, je vais avoir la chance de vous expliquer un peu plus là, comment on peut accompagner dans tout ça. Je pense que je réponds quand même à la question pour le moment. Oui. Donc, on comprend qu'il y a des cibles, qui s'appliquent selon les différentes clientèles. Tu nous as bien expliqué un petit peu comment on peut rapporter ce qu'on a fait, comment ça peut être intégré. Puis on a vu à une de tes dernières diapositives, là, il y avait du vert, du jaune, du rouge, environnement, social, économique. Donc, on va enchaîner tout de suite avec A parce qu'on n'a pas vraiment discuté de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte exactement, la question de l'approvisionnement responsable. Donc, on a parlé depuis ce matin d'approvisionnement local. C'est un volet de l'approvisionnement responsable. Or, est-ce que tu peux nous faire un topo là, de tout ce que ça peut comporter, les différentes dimensions et aussi celle dont on parle peut-être un peu moins souvent, la sociale et celle du développement économique là, responsable à laquelle référait William? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de responsabilité ou de développement durable, on pense toujours comme aux trois volets là, que normalement on mentionne. Il y a la protection de l'environnement, ça on veut garantir. On veut aussi s'assurer du bien-être des personnes, autant des personnes d'ici que des personnes d'ailleurs sur les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on sait que les produits ne sont pas tous fabriqués ici. Il y a certains qui sont produits dans d'autres pays. Alors, on veut essayer de garantir des bonnes conditions, le bien-être de toutes les personnes. Et aussi le développement, les soutiens des communautés pour qu'elles soient autonomes, puis vivantes, puis actives. Alors ça, c'est plus le volet économique, si on veut, avec l'achat local ou d'autres. Alors, on a comme ces trois volets, protection de l'environnement, bien-être des personnes, puis le développement des communautés ou l'autonomie, l'activisme des communautés. Alors, quand on veut mettre en place ça dans peu importe l'approvisionnement, on va regarder en fonction de la catégorie sont où les gros impacts. Parce que oui, on peut introduire 3 millions de critères dans toutes sortes d'acquisitions, mais finalement, ce qu'on veut, c'est être le plus efficace possible. Et pour être efficace, idéalement, on priorise les endroits où les impacts sont plus importants, puis on essaye de minimiser ces impacts. Puis en fait, justement, pour la catégorie ou pour les services alimentaires, toute l'année passée, l'ECPAR, en collaboration avec l'initiative Commune Assiette d'équitaire, dans laquelle le THQ participe, puis probablement plein d'autres qui sont ici avec nous aujourd'hui, nous avons travaillé à développer justement une fiche d'approvisionnement responsable pour les services alimentaires, pour prendre en considération ces trois volets. Puis oui, le local, ça fait partie, mais il y a toutes les autres dimensions. Puis la première chose qu'on a faite, c'est justement regarder sont où les impacts dans les services alimentaires. Puis juste pour être plus visuel, je vais partager avec vous juste un graphique ou deux. Alors, ce qu'on a regardé un peu, c'est sont où les impacts dans
la production d'aliments ou dans le service alimentaire. Puis, à gauche, il y a un graphique sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas ça l'impact dans le monde, mais c'est comme un des principaux. Puis, on voit que toute la partie en haut, en bleu, c'est plus la chaîne d'approvisionnement, les transports, la transformation, les emballages, tout ce qui est la distribution. Ça peut varier un peu, mais on reste entre les 18, 16, 20%. Après, les gros impacts sont vraiment dans la production d'aliments. Dans la production, puis surtout dans la production animale plus que végétale. Alors ça, c'est les sections en rouge, c'est animal puis poisson. Après, dans le vert puis dans le brun, il est divisé entre ce qui est pour l'alimentation des animaux puis ceux qui sont pour l'alimentation des humains. Mais on voit vraiment le grand impact dans le service alimentaire, c'est vraiment dans la production d'aliments. Et ici, c'est un autre graphique juste pour voir un peu les situations des stocks de poissons, comment ça a évolué dans les dernières 50 ans. Alors, on voit comment on surexploite plus des variétés, plus d'espèces de poissons, c'est la ligne en orange. Comment celles qui étaient sous-exploitées, si plus en bas, on est vraiment en train de tout utiliser au maximum de la production du monde. Alors, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on met dans l'assiette. Alors, si on veut réduire les impacts dans les services alimentaires du point de vue de développement durable, il faut qu'on change notre assiette. Puis ça, c'est deux graphiques. Il y a eu une étude à niveau international par la commission EAT-Lancet dans laquelle ils ont essayé de trouver comme une assiette planétaire. Ça devrait être la distribution dans une assiette pour être en santé autant pour la planète que pour les personnes. Puis l'autre graphique à droite, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord. C'est sûr que c'est pas le repas institutionnel, c'est en général dans le domaine domestique aussi. Mais on voit comment en Amérique du Nord, on dépasse en grande quantité la ligne pointillée, c'est comme l'équivalent à l'assiette planétaire. Puis comment on dépasse parce qu'on mange beaucoup plus de viande, beaucoup plus de féculentes, d'œufs, poulet, lait, beaucoup plus que de légumes. Ça, comme j'ai mentionné, c'est pas ce qu'on mange dans les institutions. Mais quand même, c'est une réalité qu'il faut qu'on change ça parce que les impacts sont dans la production des aliments, beaucoup des aliments d'origine animale. Alors, il faut changer nos assiettes si on veut réduire nos impacts dans les services alimentaires. C'est dur d'entendre, il y a beaucoup de résistance, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut aussi penser comment ces aliments ont été produits. Puis là, on a plein de certifications qui vont aller à l'appui des bonnes pratiques, autant des gestions environnementales que des pratiques d'embauche, puis de la main-d'œuvre qui est impliquée dans la production de tous ces aliments. On regarde un peu plus le volet social ici. Alors, il y a plein de certifications, puis dans la fiche, que c'est une fiche qui est publique, on va partager les liens, puis quand la présentation va être envoyée aussi, il y a le lien à télécharger. Vous allez voir cette information générale sont où les impacts, mais aussi plein de critères, des clauses qui peuvent être introduits dans vos approvisionnements. Alors, changer l'assiette, ça c'est une décision en amont. Essayer de prioriser des aliments produits de manière plus durable, plein de certifications, il y a tout un répertoire dans la fiche aussi, et réduire le gaspillage alimentaire. Parce que si on gaspille, on génère des impacts en amont qui on gaspille par la suite en aval. Alors ça, c'est comme les trois grosses stratégies si on veut un service d'alimentation plus durable. Puis bien sûr que quand on repense nos assiettes, on change la composition, la viande, ça coûte plus cher que les légumes. Quand on réduit le gaspillage, ça aussi, ça réduit les coûts. Alors, ça nous permet de peut-être investir un peu plus dans des aliments produits de façon plus durable. Alors, il faut trouver comme un équilibre entre les trois. Ce n'est pas garanti que ça va être plus cher. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Puis après, bien sûr, il y a plein d'autres éléments, plein d'autres critères qu'on pourrait intégrer plus spécifiques, plus petites par rapport aux emballages et d'autres, qui peut-être on n'a pas un aussi gros impact pour réduire les impacts dans cette catégorie, mais qui peut être intéressant quand même parce que c'est des quick wins, des choses faciles à atteindre. Il y a un volet de sensibilisation aussi. Puis comme Anne-Marie mentionnait, les volets sociaux, on en parle peut-être un peu moins dans le service d'alimentation parce que les impacts vraiment sont dans la production des aliments, mais on peut essayer de contribuer dans les conditions de travail, autant dans les fermes de production que dans les cuisines, les conditions de travail dignes, sécurité et santé,
pour la production à l'extérieur, on va s'appuyer sur les certifications, c'est la façon comme la plus facile. Mais aussi, il y a des éléments de santé de la clientèle. Là, on va travailler justement sur l'assiette, essayer de permettre beaucoup d'aliments ultra transformés. Mais il y a aussi la promotion de la diversité et l'inclusion. Ça dépend dans quel milieu vous opérez, mais il y a des personnes avec certaines restrictions alimentaires, soit par choix, comme les végétaliens, soit par des raisons culturelles ou religieuses. Aussi, on peut essayer de promouvoir la diversité dans l'offre des assiettes. On peut essayer de promouvoir, par exemple, la culture autochtone dans nos mets, dans des choix des plats qu'on va offrir. Alors, c'est pas juste local, c'est pas juste les petites fermes d'ici, il y a plein d'autres dimensions qu'on peut toucher pour faire un approvisionnement responsable, autant d'aliments que des services d'alimentation. Oui, c'est très intéressant. On voit qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut intervenir. Tu nous as parlé de la fiche d'achat responsable. Il y a un lien qui va être partagé, tu dis, avec la présentation. Au fond, cette fiche-là, elle nous donne exactement les critères sur lesquels on devrait travailler. Donc, c'est un outil qui est très, très utile. Mais William, je vais revenir à toi un peu pour voir quand on regarde l'ensemble de ces enjeux-là. Il y en a beaucoup. On a l'impression que ça fait beaucoup on dit de neige à pelleter pour être capable de prendre en main tous ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a de l'appui? Est-ce qu'il y a des ressources humaines, financières qui sont disponibles pour appuyer les gens qui sont aux achats de denrées alimentaires pour commencer à toucher ces questions-là de durabilité là, dans les approvisionnements? En fait, effectivement, Anne-Marie, tu le dis bien, là, c'est pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux, là. C'est quand même l'acquisition responsable, ça prend du temps. C'est une démarche qui se fait pas à pas. Mais oui, il y a de l'appui. Il y a également une fenêtre d'opportunité là, qu'il faut utiliser, qui est vraiment la loi sur les contrats des organismes publics. Je mentionnais tantôt qui a été modifiée récemment, dans laquelle on parle désormais de l'ensemble du cycle de vie. Donc, ça devient clair et net qu'on peut intégrer du développement durable à n'importe quelle étape du cycle de vie. Donc, à partir du moment où on peut faire ça, on ouvre un éventail de possibilités de ce qu'on peut intégrer. Comment on se retrouve là-dedans? Comment on aide finalement les acheteurs publics à comprendre? On offre de la formation. Déjà en partant, je pense que c'est le point principal. Faut quand même pas se leurrer, là, le gouvernement, c'est une grosse machine. C'est énormément de gens qui font des acquisitions. C'est assez décentralisé également. Puis on achète une panoplie de produits. Donc, la formation reprend la base. Qu'est-ce que l'acquisition responsable? On a développé également avec toi, notamment Anne-Marie, des capsules de formation spécifiques sur certaines catégories de produits. En fait, pas certaines catégories de produits, pardon, sur certains secteurs d'activité, si on veut, notamment sur l'alimentation responsable, sur l'économie circulaire, sur les technologies propres. Sur les entreprises d'économie sociale, qu'est-ce que c'est? On l'entend souvent, bon, une entreprise d'économie sociale, faudrait les favoriser, mais qu'est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? On répond à toutes ces questions-là dans nos formations. Je prends un petit peu de l'avance parce qu'elles ne sont pas encore disponibles, toutes ces formations-là. Ça s'en vient sous peu d'ici la fin de l'année financière. Donc, les acheteurs publics auront accès à toutes ces formations-là. L'important, en fait, là, je pense qu'il est probablement le plus difficile, c'est l'étude de marché et la définition de notre besoin. Donc, comment on se retrouve là-dedans? Il existe plein de répertoires, mais il faut d'abord et avant tout que les entreprises nous aident aussi à savoir ce qu'elles offrent, quelles sont leurs pratiques. On parle beaucoup aujourd'hui d'achat local. C'est bien beau l'achat local, mais c'est pas juste ça si on parle de responsable. On veut savoir comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises locales via le développement durable. Mais pour faire ça, il faut savoir c'est quoi les bonnes pratiques que nos producteurs ils ont, que nos entreprises ont adoptées au Québec. On sait on a de l'énergie propre ici. Nos conditions de travail sont bonnes. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus finalement pour faire davantage d'acquisitions responsables? Or, on parlait tout à l'heure de leurs fiches, les fiches de l'ECPAR pour différentes catégories de produits. J'en parle aujourd'hui. Ce sont d'excellentes fiches. Il y a aussi le gouvernement irlandais, le gouvernement français, le gouvernement belge, le gouvernement américain qui ont des
des fiches, finalement, qui peuvent vous aider là, à mieux savoir quoi intégrer dans vos documents d'appel d'offres. Évidemment, il faut toujours faire preuve de discernement. C'est pas parce qu'en Irlande, ça se fait qu'au Québec, ça se fait. Donc, toujours vérifier, est-ce que le marché ici est suffisamment mature? Est-ce qu'on a des preuves vérifiables, quantifiables, mesurables? Tout ça fait partie de notre cadre normatif qui est somme toute assez costaud. On peut le dire comme ça. Mais il y a quand même moyen, là, il y a quand même beaucoup de marges de manœuvre qui ont été intégrées récemment qui nous permettent d'intégrer davantage de développement durable. Puis si je peux revenir sur les études de marché, enfin, on est en train de développer de notre côté au BCDD un questionnaire aux fournisseurs. Questionnaire qui va nous permettre d'aller chercher justement la conclusion de notre contrat. Qu'est-ce que l'entreprise avec laquelle on fait affaire est là comme pratique? Est-ce qu'elle a des certifications? Est-ce qu'elle mesure ses émissions de gaz à effet de serre? Donc, tout ça va nous permettre éventuellement d'obtenir une meilleure connaissance de nos marchés, puis d'intégrer davantage de conditions. Parce que oui, la marge préférentielle, bon, c'est une belle première étape. On favorise des bonnes pratiques, mais le but, c'est pas d'utiliser la marge préférentielle ad vitam aeternam, c'est vraiment d'amener des exigences par la suite. Donc, en utilisant une marge préférentielle, oui, on envoie un message au marché. Je m'en vais vers exiger telle certification. Présentement, ce que je fais, c'est vous donner un bonus si on veut, mais éventuellement, il faut que tout ça devienne des exigences. Il faut que les marchés s'adaptent. Puis, considérant l'énorme poids, l'énorme capacité d'acquisition que le gouvernement du Québec a, ben, c'est primordial, en fait, qu'on utilise tous les mécanismes qui sont prévus par la loi pour avancer. Donc oui, je disais tantôt, c'est une démarche qui se fait pas à pas, c'est une démarche incrémentale. Tout le monde doit participer, pas juste les acheteurs publics, les gens en développement durable, les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. On doit être en mesure de savoir ce que vous faites de bien pour pouvoir vous encourager. Donc vraiment, là, c'est de cette manière-là qu'on peut accompagner. Vous pouvez évidemment nous écrire, là, surtout les acheteurs publics, évidemment, pour qu'on puisse vous aider à démêler tout ça, discuter avec vous de qu'est-ce qu'on peut intégrer, quelles étapes du cycle de vie sont importantes dans vos acquisitions. Puis vraiment, le pouvoir d'achat du Québec fait en sorte qu'on peut faire évoluer réellement les marchés, puis atteindre finalement les objectifs du gouvernement, qui, il faut le dire, le but d'atteindre les objectifs, c'est pas d'atteindre les objectifs, le but, c'est vraiment de faire changer les choses. Oui, de commencer, de générer le changement. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup à toi. Donc, je pense qu'on va donner la parole au public maintenant. On a déjà un commentaire de Guillaume qui nous demande afin de diminuer la consommation et permettre de pallier au manque à venir d'une multitude de ressources et qui seront de plus en plus en pénurie sur le marché. Est-ce que vous réfléchissez aussi à des démarches de réduction des besoins en approvisionnement et réduction du développement et du besoin d'extraction de ressources? Donc, peut-être réduire nos volumes d'achat d'une façon substantielle. D'abord, je te vois opiner. Mais oui, bien sûr, quand on parle d'approvisionnement responsable, on prend vraiment les cycles complets dès la définition du besoin, en passant par les processus d'acquisition, appel d'offres ou d'autres, gestion contractuelle, puis aussi fermeture des contrats, réflexion de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché, pour recommencer à nouveau le cycle. Puis on le recommence toujours par cette réflexion du vrai besoin, pas qu'est-ce qu'on est habitué parce que c'est courant ou c'est nos désirs, mais vraiment c'est quoi le besoin qu'on essaie de combler. Puis c'est quoi la façon la plus responsable de combler ce besoin. Les besoins sont là. Des fois, il y a des besoins superflus. On s'entend que oui, mais dans les organisations, c'est un peu moins. Mais c'est quoi le besoin? C'est le besoin de se déplacer, d'avoir une infrastructure, d'avoir des logements pour les personnes, pour les citoyennes, d'offrir l'alimentation. C'est quoi le vrai besoin? Puis après, c'est quoi la façon plus optimale, plus responsable de combler ce besoin? Est-ce qu'on a besoin d'acheter? Est-ce qu'on peut louer? Est-ce qu'on peut partager avec d'autres organisations qui ont ça déjà en place puis on fait juste partager une ressource existante? Si on y pense un peu avec cette vision aussi d'économie circulaire, réfléchir vraiment en amont. Alors ça, c'est toujours la première recommandation qu'on fait
en approvisionnement. Puis si on regarde un peu la fiche, par exemple, des services alimentaires, ça, c'est un des premiers éléments. On a-tu bien évalué les quantités? On peut-tu réduire? On peut-tu optimiser le système pour justement avoir moins besoin, mais profiter plus, puis assurer moins de gaspillage? Alors oui, bien sûr, c'est la première étape dans tout cycle d'approvisionnement, la réflexion sur les besoins. Souvent, les réflexions, les démarches qu'on a le plus de peine à faire, ils font plein de bon sens, mais souvent, on n'entre pas là. Mais tu nous as présenté des voies de passage pour le faire. William, as-tu d'autres suggestions sur ce plan-là ou une réaction sur ce? Ben, en fait, la meilleure acquisition, c'est celle qu'on ne fait pas, là. C'est celle qui est la plus responsable. Donc oui, de notre côté, on vise à améliorer les acquisitions qu'on doit faire, qu'on fait, mais effectivement, faut commencer à réfléchir d'une manière beaucoup plus circulaire, revaloriser les ressources, louer davantage qu'acheter. C'est sûr, bon, comme je mentionnais tantôt, on ne fait pas ça en créant ciseaux. C'est pas quelque chose là, qu'on a non plus l'habitude de faire au gouvernement, mais c'est une nouvelle approche qu'on tente d'inculquer tranquillement, pas vite, là, auprès des acheteurs publics, à redéfinir leurs besoins également. Donc oui, on pense à tout ça là, définitivement. Réduction, perspective 3 RVE, là, ça guide aussi notre manière de faire. Là. Excellent. Oui, puis je me dirais que des fois, on pense, pour chaque achat, j'ai pas le temps. C'est sûr, on va pas le faire à chaque petit achat. Mais quand on dit, bon, c'est où nos dépenses? C'est quelle notre catégorie prioritaire? Puis c'est quoi les stratégies pour ces catégories? On fait une réflexion à tous les 3-4 ans. Les marchés évoluent, les pratiques évoluent, il faut qu'on le refaire. Mais on n'a pas besoin de constamment faire cette analyse. On priorise sont lesquelles notre catégorie. Puis pour ces catégories, sont quoi les vrais besoins? C'est quoi les stratégies à suivre? Puis on est bon pour plusieurs approvisionnements pendant plusieurs années. Puis après, on rentre dans le cycle. Alors, il faut penser aussi que ce n'est pas un job démesuré pour chaque approvisionnement. On peut rationaliser puis optimiser ces démarches-là aussi. Merci. On a une autre question ici. Est-ce que le gouvernement du Québec a des mesures pour changer la composition de notre assiette telle que le recommande la commission Eat-Lancet? Présentée par Mme Adel. Quelles seraient les prochaines étapes en termes de politique publique concrète pour s'approcher d'une assiette santé planétaire? Je ne sais pas si un de vous deux est en mesure de répondre à cette question. Ça sort un petit peu de mon champ d'expertise minimalement, mais peut-être toi, Anne-Marie, tu as peut-être des réflexions là-dessus que je serais curieux d'entendre. Oui, je pense que je peux dire quelques mots. Vous savez, cher public, à l'Institut de tourisme et hôtellerie du Québec, nous sommes plusieurs conseillers en approvisionnement local qui sommes là pour accompagner, pour augmenter la part d'achats québécois approvisionnés par les institutions, mais le volet durabilité est aussi un volet sur lequel on souhaite travailler. Puis là, quand on entend de la part de William que maintenant la loi est claire, elle nous dit qu'on peut inclure des critères de durabilité. On nous invite à inclure un critère de durabilité. Or, qu'il nous dit, voici la liste des critères, on l'a fait, on a tenu compte des enjeux, on sait ce qu'on doit faire. Et nous, on est 9 conseillers partout au Québec qui sommes là pour vous accompagner. Et au fond, on attend que vous nous demandiez de vous accompagner pour intégrer un critère, que ce soit un contrat de concession alimentaire, un contrat pour des denrées, des achats de denrées. On dit souvent, c'est en le faisant qu'on va apprendre. Donc, ayez recours à nous. Et on n'a pas toutes les solutions, mais on va travailler avec vous pour les trouver. Puis je pense que, je ne sais pas si tu peux nous dire un mot de la fin sur ça, mais un peu comment ça s'est fait en Europe pour passer. Ça, je sais un peu moins, mais j'ai oublié de mentionner qu'en fait, les nouveaux guides alimentaires canadiens, ils suivent pas mal les recommandations de la commission Eat-Lancet. Si on regarde dans le site web, là, c'est la moitié, c'est des végétaux, en quart, c'est des protéines animales ou végétales. Puis l'autre quart, c'est des féculents et d'autres. Alors, vraiment, dans les nouvelles guides des santé par rapport au guide alimentaire au Canada, c'est déjà vraiment aligné. Il faut juste changer un peu plus nos pratiques, mais ça a changé ça aussi. Alors, déjà, les guides alimentaires encouragent à aller dans le même sens. Il y a plusieurs gestionnaires de services alimentaires dans les institutions publiques qui ont commencé à réduire la protéine animale substituée. Tout ça dans le respect des besoins, évidemment, des usagers. Il faut répondre aux besoins avant tout. Mais il y a beaucoup d'initiatives, des groupes comme avec Comme une assiette, les gens échangent un peu tout ce qu'ils font sur ça. Il faut collaborer aussi pour réussir à mettre tout ça en place.
Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut avoir le lien vers la fiche d'achat responsable? Je crois qu'elle a été mise, le lien est dans le chat, hors le partager ici. Alors, bien, moi, je vais vous remercier. Vraiment, ça nous a donné des bonnes informations, des lignes assez claires sur ce qu'on peut faire, les différentes ressources. On voit qu'on n'est pas tout seul non plus pour passer à l'action. Merci pour tout ce que vous faites pour nous appuyer dans nos démarches d'approvisionnement responsable. Et on se rejoint sur la grande tribune des événements. Merci, merci William pour vos présentations. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.